Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo sans grande prétention qui aura pour objectif de vous présenter certains arguments que j'apprécie en philosophie parmi les arguments les plus connus et d'essayer de les résumer succinctement dans cette vidéo, sachant que je me base principalement sur un livre qui se nomme Just the Arguments, qui est un livre que je recommande vivement, que vous connaissiez les principaux arguments de la philosophie ou non, puisqu'il répertorie tous les arguments les plus connus de l'histoire de la philosophie et il a la qualité d'arriver à les résumer de manière très claire avec toujours une partie d'un résumé peut-être de 2-3 pages et une toute petite partie qui transforme l'argument sous forme de proposition et de conclusion, ce que je trouve vraiment très pratique puisque si vous souhaitez comprendre la structure de l'argument et par la suite peut-être essayer de le critiquer, vous allez comprendre où est-ce que se situe votre critique, est-ce qu'elle est au niveau de la proposition 1, de la proposition 2, ça vous permet vraiment de mieux comprendre, je trouve, en profondeur les arguments. Et personnellement, enfin, maintenant que je lis parfois des auteurs qui arrivent à vraiment clarifier les arguments en utilisant des propositions, j'ai un peu du mal à revenir en arrière et maintenant ça devient un réflexe. À chaque fois, j'essaie de transformer les arguments en propositions et en conclusions. Donc c'est pour cela que je recommande vraiment ce livre. Il est en anglais, mais c'est un anglais assez accessible, je trouve. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. Je vais commencer par vous présenter un dilemme qui est assez simple, en tout cas je vais essayer de le simplifier dans sa présentation, qui est le dilemme d'Eutyphron, qui est présenté dans le dialogue de Platon sous le nom d'Eutyphron. Et si je devais retranscrire ça en une question, même si ce n'est pas la manière dont c'est présenté exactement dans le dialogue, ce serait de dire est-ce qu'une chose est morale parce que Dieu la commande, ou est-ce que Dieu commande quelque chose parce que cette chose est morale? Cette question pousse l'interlocuteur à se positionner selon deux postures différentes qui toutes deux sont problématiques. La première étant de dire qu'une chose est morale parce que telle est la volonté de Dieu, mais auquel cas la moralité semble vraiment tributaire, dépendante d'une forme d'arbitraire qui serait de dire que quelle que soit la nature de la chose, quelle que soit sa fonction, il suffit que ce soit la volonté de Dieu et cette chose devient morale. Si l'on dit si Dieu a la volonté que tuer des enfants innocents est une chose morale, dans ce cas, cette chose devient morale même si à l'origine, l'action nous semblait cruelle. Donc il y a une sorte de circularité, de vide, puisque quelle que soit la nature de la chose, quel que soit ce que Dieu a comme volonté, cette chose peut devenir morale. Et la deuxième position serait à l'inverse de dire que Dieu commande quelque chose parce que cette chose est morale. Mais auquel cas, il ne serait qu'une sorte de transmetteur de la morale, il ne serait que la personne qui nous transmet la commande de suivre cette morale, celui qui nous permet de connaître la morale, mais cela diminue son champ d'action et sa volonté puisque dans ce cas-là, la morale serait extérieure à lui. Bon, bien évidemment, il y a eu des réponses à ce dilemme puisqu'il a été formulé il y a fort longtemps, donc la plupart des philosophes ou des théologiens ont eu le temps d'y répondre, et notamment Thomas d'Aquin qui y répond en disant qu'il ne s'agit pas d'un dilemme et que nous ne sommes pas obligés de prendre l'une des deux postures, puisque comme la nature de Dieu, son essence est d'être juste et d'être bon, eh bien dans ce cas, tout ce qu'il nous commande ne peut pas être quelque chose de cruel ou quelque chose de mauvais. Tout ce qu'il nous commande est quelque chose d'automatiquement juste, puisque c'est dans son essence de commander quelque chose qui est juste. Ce qui permettrait de résoudre ce dilemme, mais je pense qu'il demeure quand même une part un peu irrésolue qui est la part de la morale dans la nature de Dieu. Est-ce qu'il y a quand même des normes de morale qui existeraient indépendamment de Dieu, ou est-ce que cette norme est totalement incluse dans l'essence même divine? Donc même si je trouve qu'il y a des réponses qui sont un peu satisfaisantes, comme celle de saint Thomas d'Aquin, il y a quand même, je trouve, encore une forme de distinction à faire, puisque Dieu et bon ne sont pas non plus synonymes, il y a une distinction à faire. Donc quelle est cette distinction? Comment arriver à structurer la nature de Dieu avec la nature du bien? Ça reste quand même un peu flou pour moi. Maintenant, je vais passer à un deuxième argument, qui est un argument qui a été proposé par MacTaggart sur le fait que le temps n'existe pas, qui a vraiment marqué l'histoire de la philosophie du temps. Il va présenter deux types de séries, la série A et la série B. La série A, c'est une manière donc de décrire le temps qui serait de dire qu'il existe un passé, un présent et un futur, et que chaque événement va être dans ces différents états. Il va d'abord être futur, lorsqu'il n'est pas encore passé, après il va être présent, et ensuite il va devenir passé.
Donc il y a cette série A et il y a aussi la série B qui consiste à dire qu'il n'existe pas ces différents états dans lesquels un événement peut passer, mais qu'en revanche, les différents événements ont des relations entre eux qui sont des relations intemporelles, si je puis me permettre. Par exemple, de dire que un élément est antérieur ou postérieur à un autre événement. Donc il y a ces deux représentations du temps. La première, la série A, étant une représentation qui permet d'utiliser la notion de changement. Et justement, c'est ce qui est critique vis-à-vis de la série B, c'est que la série B n'utilise pas la notion de changement. Or, intuitivement, nous avons envie de dire que le temps est un changement. Donc, qu'il y a une évolution temporelle du présent qui se déplacerait en fonction des différents événements. Or, la série B ne représente pas du tout le temps de cette manière et ne représente pas le changement. Donc il va se pencher sur la série A et se demander si la série A serait une bonne représentation du temps. Or, pour lui, il y a une forme d'incohérence dans cette série A. Donc si nous revenons sur la série A qui permet de se représenter le changement, nous avons un même événement qui peut avoir différents états. Il peut être futur, présent, passé. Donc par exemple, votre anniversaire a été futur puisqu'il était demain, ensuite il a été présent puisqu'il était aujourd'hui, et ensuite il est devenu passé puisqu'il était hier. Donc il y a cette sorte d'évolution où un même événement va avoir différents états, sauf que ces états ne sont pas compatibles entre eux. Un même événement ne peut pas être à la fois futur, à la fois présent, à la fois passé. Donc cela signifie que cet événement passe d'un état à un autre. Il était futur, et ensuite il est passé présent, et ensuite il est passé passé. Donc comment arriver à justifier que cet événement arrive à changer d'état? Et c'est là toute la difficulté de la série A, et l'auteur va nous dire que justement, nous ne pouvons pas le justifier sans faire une sorte de régression à l'infini. Puisque, en effet, si nous voulons justifier que par exemple, maintenant mon anniversaire est passé, je vais me baser sur le fait qu'aujourd'hui, nous sommes le lendemain de l'anniversaire, et donc que cet événement est maintenant présent, et que ce n'est plus l'anniversaire qui est présent, vu que maintenant c'est le lendemain qui est présent. Donc il faut arriver à justifier le fait que le lendemain, ce nouvel événement est présent et qu'il a aussi un passé qui est l'anniversaire, et qu'il a aussi un futur, et donc qu'il faut arriver à rejustifier l'état de ce nouvel événement qui nous sert de point de repère et de point de comparaison avec le jour de l'anniversaire. Or, à chaque fois que nous voulons reprendre un point de repère temporel pour arriver à justifier le fait que cet événement n'est peut-être plus présent, il faut arriver à rejustifier que ce point de repère est lui-même présent, et donc rejustifier qu'il y a d'autres points de repère qui ont été présents, qui ont été futurs, passés. Et donc, il faut constamment arriver à remettre en perspective ces différents points de repère en ne pouvant pas le justifier à partir d'autres points de repère, vu qu'il faut arriver à rejustifier qu'il y a eu présent, passé, futur. Donc bref, c'est vraiment un argument qui n'est pas très simple à présenter, j'espère quand même que c'est clair. Et après, j'y avais un peu réfléchi en me disant, mais si, imaginons qu'il y ait un point zéro de l'univers, peut-être que ça empêcherait la régression à l'infini. Mais sauf que la régression à l'infini, ce n'est pas le fait qu'il y ait une régression par rapport au passé ou au futur qui soit infini, c'est vraiment le fait de se dire que même si l'on avait un univers avec par exemple T0 qui est vraiment le début de l'univers, il n'y a rien avant, après T1 et T2, et bien dans ce cas, il faudrait arriver à justifier que T1 est présent, et pour justifier que T1 est présent, il faut arriver à justifier que, par exemple, T2 est futur, ou que T0 était passé, et de là, il faut encore arriver à justifier ce statut des autres temps. Donc, c'est de là d'où vient la régression, c'est pas une régression temporelle vers le passé ou vers le futur, c'est vraiment une régression explicative que l'on n'arrive pas à faire. Et lui en conclut que des deux possibilités, la série A et la série B, ne sont pas satisfaisantes, et donc que le temps n'existe pas, même si ce n'est pas la conclusion de tous les philosophes, mais en tout cas je trouve son argument intéressant. J'avoue avoir plus d'affinité pour le temps comme en tant que série B, en tant que relation entre les événements, puisque je me représente plutôt le temps comme une sorte de bloc plutôt que comme un changement, intuitivement en tout cas. Et oui, je vois plus les événements temporels comme des sortes d'indexicaux, donc qui dépendent du contexte d'énonciation, et ce qui signifie que je ne pense pas que les événements aient une propriété, la propriété d'être présents à un moment donné, ou que ce soit un état particulier. Un peu comme si je disais, ici nous sommes à Paris, ici ça ne décrit rien de Paris, c'est plus une propriété, enfin c'est plus une description d'énonciation, là je suis à Paris, donc ici cela devient quelque chose de très contextuel.
et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour, présent, passé, futur. C'est quelque chose de très contextuel, descriptif, donc j'aurais plus tendance à relier les événements entre eux en tant qu'antériorité, postériorité, ce genre de choses, et sinon, à part en justifiant le temps, le présent comme une sorte de fait brut qui nous apparaît subjectivement et qui serait une donnée dont on ne doit pas, justifier l'existence, j'ai un peu du mal à voir comment on défend la série A, mais il faudrait que je me penche sur tous ces débats série A, série B que je ne connais pas assez. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de creuser la question. Maintenant, je vais passer à un autre argument que j'ai bien aimé, qui est l'argument de la question ouverte de Moore, qui est de dire: «Qu'est-ce que le bien?» Si vous posez cette question à quelqu'un, il va devoir définir ce qu'est le bien assez succinctement, et il va donner des caractéristiques, en disant par exemple: «Le bien, c'est l'absence de souffrance», ou «Le bien, c'est le plaisir», ou «Le bien, c'est ce que Dieu, dit de faire», et donc soit il va donner plus des explications naturalistes, soit plus des explications, divines. Mais dans tous les cas, Moore dit que souvent ces explications ne sont pas satisfaisantes. Il va prendre l'exemple de définition dans d'autres domaines. Si l'on prend l'exemple d'un célibataire et qu'on définit le fait d'être célibataire par le fait d'être une personne en âge d'être mariée qui n'est pas mariée, ou en âge d'être en couple et qui n'est pas en couple. Dans ce cas, si l'on pose la question: «Est-ce qu'un célibataire est en couple?» Ça n'a pas de sens. Cette question n'a pas de sens puisque il y a une contradiction dans la question. Alors que pourtant, il dit que si l'on prend le bien, que l'on définit le bien comme par exemple le plaisir, et que ensuite on pose la question en disant: «Est-ce que une absence de plaisir peut quand même être bien?» Voilà, une sorte de question dans ce style. La question ne semble pas absurde, la question ne semble pas contradictoire. De même, si on définit le bien comme, ce que Dieu, commande, si on dit: «Est-ce que ce que Dieu commande est vraiment bien?» La question ne semble pas non plus contradictoire. Et c'est de là dont il part, c'est vraiment cette notion de contradiction dans la présentation même de la question. Si véritablement le bien pouvait être défini par cette caractéristique, alors la question en elle-même nous semblerait étrange, incongrue. Or ce n'est pas le cas. Donc qu'est-ce que je pense de cet argument? Quand je l'ai lu, j'avais bien apprécié la structure de l'argument qui est très simple, mais c'est vrai qu'on peut vite revenir à des notions comme le présente Frege entre la distinction entre sens et référence, le fait que deux notions peuvent avoir une même référence sans avoir le même sens, ce qui réduirait la contradiction que l'on observe dans cet argument. Par exemple, l'exemple très connu en philosophie, c'est Vénus, cette planète qui peut être décrite comme l'étoile du matin, l'étoile du soir, donc deux sens différents mais qui font référence à une même planète. Donc là, on pourrait se dire que c'est la même chose concernant l'association entre le bien et le plaisir, par exemple. On pourrait se dire que les 2 font référence à une même notion, mais que leur sens est différent, ce qui fait que si on se demande: «Est-ce que quelque chose qui fait du plaisir est réellement bien?» Ce ne serait pas une absurdité puisque les 2 ne sont pas synonymes, c'est juste qu'ils font référence à la même chose, mais peut-être qu'il y a des distinctions de sens. De même, on pourrait aussi penser à des différences entre niveaux. Par exemple, ça n'a pas forcément d'absurdité, avant un certain stade de connaissance scientifique, de se demander si l'eau est bien H2O, parce qu'il s'agit de 2 niveaux de description différents. Donc là, on pourrait se dire la même chose aussi pour, le plaisir et le bon. On pourrait se dire que le bien et le plaisir sont 2 niveaux de description différents, donc on peut vraiment se demander si les 2 concordent ou si les 2 ne concordent pas. Donc voilà quelques réponses, quelques pistes de réponses que j'ai trouvées. Je vais maintenant prendre un autre argument que j'aime bien, qui est l'argument de pourquoi l'avortement est immoral de Don Marquis, qui est un argument en plus qui est intéressant parce que je l'utilise souvent plutôt dans les débats sur le végétarisme ou le véganisme, mais qui finalement est un argument qui est valable aussi dans ce domaine-là. Et il a tendance à mettre en avant le coût d'opportunité de l'être, du futur être qui va vivre en tant qu'être humain, du fait que, voilà, lorsqu'on avorte, par exemple d'un fœtus ou d'un bébé dans le ventre, eh bien, même si on le fait sans aucune souffrance, même si, la cognition du bébé n'est pas encore très développée ou quoi que ce soit, on le prive de futurs moments de joie, de futurs, projets, de futurs amours qu'il aurait pu vivre. Et l'argument est de dire que si l'on tue quelqu'un, un adulte, imaginons, qu'on le tue sans souffrance, sans qu'il ne se rende compte de rien, à ce moment-là, l'argument pour, justifier l'immoralité du fait de tuer un adulte va être de dire: «Mais vous le privez de ses futurs moments, de ses futurs événements de vie». Et donc là, l'idée est de reprendre cet argument et de l'appliquer au fœtus.
Et donc ce qui est assez amusant dans cet argument, c'est que je l'utilisais déjà dans les débats sur le végétarisme, le véganisme, en disant: «Oui, mais même si on étourdit l'animal, même si on prend toutes les précautions du monde pour qu'il ne souffre pas, c'est le priver d'une future valeur, de ses futures expériences et au même titre que si l'on tue un humain, même si on le fait proprement, ça le prive de ses futures expériences de vie». Mais je n'avais jamais fait le lien avec le cas de l'avortement où, en effet, cet argument est aussi valable. Après, le problème est que il faut arriver à trouver une limite, puisque à ce moment-là, est-ce que dès que l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent, il y a déjà un processus qui est lancé qui fait qu'on dit que même si on avorte à ce moment-là, ou même qu'on prend la pilule du lendemain, ou que sais-je, ça signifie qu'on stoppe de futures expériences que le bébé pourrait vivre ou que l'humain pourrait vivre. Le problème, c'est arriver à définir une limite à partir de laquelle ce raisonnement vaut, puisque pareil, on pourrait se dire que si on ne couche pas avec son mari, on prive un futur être humain de ses futurs événements de vie. Enfin, faut arriver à trouver une limite qui est assez difficile à déterminer. Et puis ensuite, j'imagine qu'il y a certains auteurs qui doivent penser que même si cet argument peut être valable ou intéressant, il y a d'autres arguments qui pourraient prévaloir, comme par exemple l'expérience de pensée du violoniste, qui est assez connue, de se dire que si une personne est par exemple, on vous dit qu'il y a un violoniste qui est sur le point de mourir et qu'il faut le greffer à votre corps et que vous êtes obligé de rester collé à ce violoniste pendant 9 mois sur un lit d'hôpital parce que vous pouvez pas vraiment bouger comme vous le voulez ou faire ce que vous voulez. Eh bien, est-ce que vous acceptez cette mission ou est-ce que vous ne l'acceptez pas? Donc il y a ce débat-là et certains trouvent que c'est légitime de se dire que non, nous n'avons pas envie qu'il y ait cette charge qui soit associée et dépendante à notre propre corps. Donc il y a d'autres arguments qui peuvent un peu rentrer en contradiction avec l'argument que j'ai présenté ici. Moi, j'aurais aussi tendance à quand même remettre l'importance de la conscience en jeu, de se dire que oui, cet argument, je trouve qu'il vaut une fois qu'un individu est conscient de lui-même, mais c'est assez dur à définir chez un fœtus ou un bébé à quel moment le fœtus devient conscient, c'est complexe. Un autre argument que j'aime bien, c'est l'argument de l'euthanasie passive et active. Bon, j'aime bien tous les arguments en rapport avec des sujets un peu glauques, mais au moins c'est vraiment de l'éthique très concrète. Donc c'est un argument qui a été proposé par Red Shoes et qui consiste à dire que dans nos sociétés contemporaines, on fait vraiment une distinction entre l'euthanasie active, qui est rarement autorisée dans la plupart des pays, et l'euthanasie passive, où on va laisser la personne mourir en arrêtant les soins et en l'endormant. Sauf que cet auteur dit que pour lui, il n'y a pas de différence morale entre les deux, puisqu'il va proposer une expérience de pensée où dans les deux cas, il y a une personne, donc dans un cas, on va appeler cette personne James, et dans l'autre cas, John. Donc dans le premier cas, James, imaginons qu'il a un petit cousin qui lui fait concurrence pour un énorme héritage. Et James a vraiment envie d'obtenir cet héritage, donc il va rentrer dans la salle de bain de son petit cousin. Son petit cousin est dans la baignoire et il va noyer le petit cousin en maintenant sa tête dans la baignoire. Ensuite, ce qui lui permettra d'obtenir l'héritage. Ensuite, il y a la deuxième personne qui se nomme Jones. Donc Jones a exactement le même état mental, exactement les mêmes intentions, il aimerait vraiment avoir l'héritage, et il compte aussi tuer son petit cousin. Il rentre dans la salle de bain, et quand Jones rentre dans la salle de bain, son petit cousin est déjà en train de se noyer. Donc Jones serait prêt à le noyer, mais il est déjà en train de se noyer. Jones va finalement juste regarder son petit cousin se noyer, ne rien faire, et juste attendre qu'il meure. Donc, dans les deux cas, le résultat est le même. Le petit cousin meurt, les intentions étaient les mêmes, le contexte social était le même, mais juste dans un cas, James a tué son petit cousin par lui-même en lui mettant la tête sous l'eau, et dans l'autre cas, Jones a assisté à sa mort et ne l'a pas aidé. Et donc, l'auteur a tendance à dire que les deux cas sont autant moralement condamnables, puisqu'il y a un cas où on laisse mourir la personne et l'autre cas où on le tue nous-mêmes. Mais dans les deux cas, la personne meurt et dans le deuxième cas, on ne l'a pas aidé. Donc, il refait le lien avec l'euthanasie active et passive. Pour lui, nous avons la même responsabilité morale de faire mourir la personne activement que de la laisser mourir en arrêtant les soins qui sont vitaux pour cette personne. Voilà un petit peu le lien entre l'expérience de pensée et l'euthanasie que j'ai trouvé assez intéressant.
Et je vais finir cette vidéo avec l'argument de la connaissance, qui est un argument très connu, mais ce que j'aime bien, c'est aussi la réponse à cet argument de la connaissance. Donc cet argument a été proposé par Jackson, et il s'agit de se dire que, imaginons qu'une personne qui soit neuroscientifique et qui ait plein de connaissances sur la vision et les couleurs se nomme Marie. Donc il s'agit d'une grande chercheuse qui sait tout sur la vision et les couleurs. Et on donne à Marie, qui est enfermée dans une pièce qui est en noir et blanc, toutes les informations du monde sur le rouge, sur sa longueur d'onde, sur ce que ça fait en termes de neurochimie, sur les impressions que cela fait. On lui décrit tout ce qui est possible de décrire en lui transmettant cette connaissance. Donc Marie va étudier très abondamment ce sujet, et un jour elle va sortir de cette pièce et voir pour la première fois du rouge. Et la question de Jackson est de dire, est-ce que Marie apprend quelque chose lorsqu'elle voit pour la première fois du rouge? Et ce que j'aime bien dans cet argument de la connaissance, c'est qu'il nous pousse à clarifier notre définition de la connaissance. Est-ce que pour nous la connaissance, c'est l'appréciation de concepts abstraits, comme par exemple le rouge, ou est-ce qu'on inclut une notion de l'effet que cela fait, donc c'est-à-dire qu'est-ce que nous a fait le rouge en termes d'expérience phénoménale? Moi j'aurais plutôt tendance à apprécier la première option, c'est-à-dire que je considère qu'elle connaissait déjà le rouge en termes de concept, mais qu'elle a juste eu une nouvelle représentation du rouge, mais tout le monde n'a pas le même avis, et je pense que ça dépend aussi de notre perception des sciences cognitives, de qu'est-ce qu'une représentation, est-ce que la sensorialité, la phénoménalité fait partie du concept lui-même, ou est-ce que c'est juste une modalité de représentation du concept? Donc c'est assez intéressant parce que ça permet de clarifier toutes ces notions. Et donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que la petite liste des arguments aura été facilement compréhensible et que vous pourrez peut-être réfléchir ou approfondir sur ces arguments-là. En tout cas, je vous conseille vraiment le livre que j'ai décrit en début de vidéo, Just the Arguments, puisque je pense que c'est un très très bon livre à la fois pour les novices et pour les personnes qui s'y connaissent déjà mieux pour clarifier leurs pensées. Je vous retrouverai dans une future vidéo et à bientôt!